tu es juridiquement stupide, a ri ma sœur dans le couloir du tribunal. Je vais te détruire. Son avocat a hoché la tête avec assurance. J'ai souri tranquillement et j'ai tendu mes accréditations à la juge. Madame la juge, je siège au conseil de discipline du barreau de l'État. Son avocat a demandé une suspension d'audience immédiate. Debout dans ce couloir, en regardant l'expression suffisante de Rebecca, j'ai senti le poids de 15 années de mépris familial se cristalliser en ce seul instant. Ma sœur aînée avait toujours été l'enfant prodige, l'avocate à succès, celle qui avait réussi sa vie. Pendant ce temps, j'étais juste Emma, la jeune sœur discrète qui n'avait même pas pu terminer ses études de droit. Ce récit était sur le point de voler en éclats. Nos parents nous ont élevés à Charlotte, en Caroline du Nord, avec des attentes très différentes. Rebecca avait 7 ans de plus, elle était brillante et déterminée. Elle est sortie major de sa promotion de la faculté de droit de Duke, a été assistante d'un juge fédéral et est devenue associée chez Morrison & Day à 35 ans. Chaque réunion de famille devenait une célébration de la dernière victoire de Rebecca. Une affaire majeure remportée, un client prestigieux obtenu, un autre prix reçu. J'étais la laissée pour compte. La petite sœur qui avait commencé la faculté de droit à l'UNC mais n'avait pas supporté et avait abandonné après 1 an. C'est ce que tout le monde croyait, en tout cas. Emma n'est tout simplement pas faite pour le monde juridique, disait maman avec sympathie lors des dîners de Thanksgiving. Tout le monde n'a pas l'intelligence de Rebecca. Papa était plus direct. Obtiens au moins un certificat d'assistante juridique. Rends-toi utile. Rebecca appréciait sa position au sommet. Ce n'est pas grave, et M, disait-elle avec une gentillesse fabriquée. Tout le monde ne peut pas être avocat. Le monde a aussi besoin de secrétaires. Je travaillais en silence. Après avoir quitté l'UNC, j'ai été transféré à la faculté de droit de Georgetown, mais je ne l'ai jamais dit à ma famille. Je faisais la navette de Charlotte à DC 2 fois par semaine pour des cours du soir, j'ai dit à tout le monde que j'avais un poste d'administratrice au gouvernement et j'ai obtenu mon diplôme 3 ans plus tard avec mention. J'ai passé l'examen du barreau en Virginie, pas en Caroline du Nord, et je l'ai réussi du premier coup. Mais je n'ai pas exercé le droit traditionnel. Au lieu de cela, j'ai rejoint le bureau du procureur général de Virginie, me spécialisant dans l'éthique juridique et la faute professionnelle. En 5 ans, je suis devenue l'enquêtrice principale en éthique. En 8 ans, j'ai été nommée au conseil de discipline du barreau de l'État de Virginie, l'une des plus jeunes membres de l'histoire de l'État. Ma famille ne l'a jamais su. Ils ne m'ont jamais posé de questions sur mon travail. Quand je mentionnais que je m'occupais de dossiers d'avocats, ils supposaient que je voulais dire que je classais des papiers. Emma brasse des papiers pour de vrais avocats, a expliqué Rebecca à ses collègues lors d'un barbecue familial une fois. Tout le monde a ri. Je les ai laissés rire parce que j'observais. Et à mon poste, je voyais des choses. Des schémas professionnels, des violations de l'éthique, des noms qui apparaissaient dans des plaintes confidentielles, y compris celui de Rebecca. Mon travail au sein du conseil de discipline était confidentiel, mais il était puissant. J'examinais des cas de faute professionnelle d'avocats dans toute la Virginie, fraude, détournement de fonds de clients, conflit d'intérêts, subornation de témoins. J'avais accès à chaque plainte déposée, chaque enquête ouverte, chaque élément de preuve recueilli. Je siégeais également au comité d'éthique multijuridictionnelle, qui traitait les cas impliquant des avocats inscrits dans plusieurs États. Cela me donnait un aperçu des enquêtes sur les fautes professionnelles dans tout le Sud-Est, y compris en Caroline du Nord. Le nom de Rebecca est apparu pour la première fois dans mes dossiers il y a 3 ans. Une plainte d'un client concernant des heures facturables gonflées. L'affaire a été classée. Preuves insuffisantes, mais j'ai remarqué le schéma. Le client affirmait que Rebecca avait facturé 320 heures en un seul mois pour un travail qui aurait dû prendre au maximum 120 heures. Puis une autre plainte 18 mois plus tard, un client différent, le même problème, classé à nouveau, mais le schéma se renforçait. La 3e plainte est arrivée il y a 8 mois. Cette fois, il ne s'agissait pas de facturation. Un ancien client alléguait que Rebecca avait partagé une stratégie de cas confidentiel avec un avocat de la partie adverse en échange de conditions de règlement favorables dans une autre affaire. Le plaignant avait des courriels suggérant une communication qui violait les règles sur les conflits d'intérêts. Cette enquête était toujours en cours, et j'en étais l'examinatrice principale. J'ai maintenu des limites professionnelles parfaites. J'ai révélé ma relation avec Rebecca à mes collègues du conseil. Je me suis récusé de voter sur ces cas,
mais je ne pouvais pas me récuser de savoir ce qu'il y avait dans ces dossiers. Les preuves s'accumulaient et ce n'était pas bon. Pendant ce temps, ma famille continuait son récit. Lors de la fête de remise des diplômes de mon neveu au printemps dernier, Rebecca tenait salon sur la terrasse, expliquant une stratégie de litige complexe à des parents impressionnés. « Où est Emma » a demandé quelqu'un. « Oh, elle est quelque part par là » a dit maman vaguement. Probablement en train de se cacher. Elle est tellement intimidée lors des réunions de famille quand Rebecca parle de vrai travail juridique. J'étais dans la cuisine, en train de consulter des dossiers sur mon téléphone. Des dossiers qui incluaient une nouvelle plainte contre Rebecca. Celle-ci alléguait qu'elle avait fait pression sur un client pour un règlement qui bénéficiait aux intérêts de son cabinet plutôt qu'aux besoins du client. Le client avait enregistré leur conversation. Les enregistrements étaient accablants. L'incident déclencheur. Le procès est sorti de nulle part. Du moins, c'est ce que pensait Rebecca. Notre grand-mère est décédée il y a 6 mois, laissant derrière elle une succession d'une valeur de 3,2 millions de dollars. Le testament était clair. Tout était partagé à parts égales entre Rebecca et moi. 50-50e. Grand-mère avait toujours essayé de nous traiter de la même manière, même quand nos parents ne le faisaient pas. Mais Rebecca a décidé que ce n'était pas juste. Grand-mère ne comprenait pas les limites d'Emma, a dit Rebecca à nos parents 2 semaines après les funérailles. Elle ne voudrait pas que son argent soit gaspillé par quelqu'un qui ne peut pas le gérer correctement. Je devrais être la fiduciaire. Je devrais contrôler la part d'Emma. Maman a immédiatement accepté. Rebecca sait ce qui est le mieux. C'est l'avocate. Papa a hoché la tête. Emma pourrait tout dépenser pour quelque chose de stupide. J'ai reçu l'avis juridique 3 semaines plus tard. Rebecca me poursuivait pour faire modifier le testament, arguant que grand-mère manquait de capacité mentale dans ces dernières années et que j'avais exercé une influence indue pour obtenir ma part de l'héritage. Elle voulait que le tribunal lui accorde le contrôle total de la succession, moi recevant une allocation raisonnable sous sa supervision. Les allégations étaient absurdes. Grand-mère avait été lucide jusqu'à sa dernière semaine. Je lui rendais visite chaque semaine, mais Rebecca aussi. Il n'y avait pas d'influence indue, juste une grand-mère qui aimait ses 2 petites filles de la même manière. Mais Rebecca était confiante. Elle avait son cabinet prestigieux derrière elle, une équipe juridique coûteuse et une vie entière à être sous-estimée. Elle a supposé que je céderais immédiatement, que j'accepterais les miettes qu'elle m'offrirait et que je disparaîtrais. Elle a mal calculé son coût. J'ai engagé David Chen, l'un des avocats les plus respectés de Virginie en matière de litiges successoraux. Quand je lui ai dit qui me poursuivait, il a haussé un sourcil. Rebecca Morrison de Morrison & Dale. Ma sœur. Il m'a étudié. Et vous êtes ? Emma Morrison, enquêtrice principale en éthique, bureau du procureur général de Virginie, membre du conseil de discipline du barreau de l'État. L'expression de David est passée de la surprise à quelque chose comme de l'anticipation. Votre sœur est au courant de ça. Elle ne m'a jamais posé de questions sur mon travail. Ceci, dit-il lentement, va être intéressant. Nous avons construit notre défense méthodiquement. David a demandé par assignation les dossiers médicaux de grand-mère. Il montrait une fonction cognitive parfaite jusqu'à sa dernière maladie. Nous avons recueilli les témoignages de ses médecins, de son conseiller financier et de l'avocat de sa succession, confirmant tous qu'elle avait été parfaitement compétente lorsqu'elle avait rédigé son testament. Nous avons également documenté chaque conversation, chaque réunion de famille, chaque commentaire méprisant que Rebecca et nos parents avaient fait sur mon intelligence et mes capacités au fil des ans. Si Rebecca voulait soutenir que je n'étais pas compétente pour gérer de l'argent, nous montrerions au jury sur quoi cet argument était basé exactement, de la pure condescendance. Mais j'avais autre chose, quelque chose que Rebecca ne savait pas. L'enquête du conseil de discipline sur sa conduite avait atteint un point critique. Les preuves étaient substantielles, fraude à la facturation, violation des règles sur les conflits d'intérêts, manipulation de clients. Le conseil se préparait à porter des accusations formelles. En tant que membre du conseil, je connaissais le calendrier. Les accusations seraient déposées dans les 30 jours. Tout le dossier de Rebecca reposait sur sa crédibilité en tant qu'avocate à succès et éthique. Cette crédibilité était sur le point de s'évaporer. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. L'audience était prévue pour le mardi matin, 18 juin, au palais de justice du comté de Mecklembourg.
Rebecca avait insisté sur la juridiction de la Caroline du Nord, croyant que l'avantage du terrain l'aiderait. Je suis arrivé tôt avec David. Nous nous sommes installés à la table de la défense, organisant nos dossiers. Rebecca est entrée d'un pas vif 20 minutes plus tard avec son équipe juridique, 3 avocats de Morrison & I, tous en costume coûteux et avec des sourires confiants. Elle ne m'a même pas jeté un regard. Elle a juste parlé assez fort pour que je l'entende. Ça devrait prendre 1 heure, peut-être 2. La juge entendra raison. Nos parents étaient assis au premier rang derrière la table de Rebecca. Maman a fait un signe d'encouragement à Rebecca. Aucun des deux ne m'a reconnu. La juge est entrée, l'honorable Patricia Westwood, une vétérane des litiges successoraux avec une réputation d'intolérance pour les cas futiles. Elle a regardé les 2 parties, puis les épais dossiers. C'est une contestation de testament, dit-elle d'une voix sèche. Madame Morrison, vous soutenez que votre grand-mère manquait de capacité et que votre sœur a exercé une influence indue. Rebecca se leva avec aisance. Oui, madame la juge. Les preuves montreront. J'ai lu vos conclusions, l'interrompit la juge Westwood. Elles sont légères en preuves et lourdes en spéculation, mais nous allons entendre votre cas. Procédez. L'avocat principal de Rebecca, Martin Ashford, a appelé son premier témoin, un cousin éloigné qui prétendait que grand-mère avait semblé confuse lors d'une fête de Noël 3 ans auparavant. David l'a complètement démonté en contre-interrogatoire en 10 minutes, lui faisant admettre qu'il n'avait parlé à grand-mère que 5 minutes et qu'elle se remettait de la grippe. Leur deuxième témoin était une voisine qui a dit que je rendais visite à grand-mère de manière suspecte souvent. David a établi que souvent signifiait des visites hebdomadaires que j'avais maintenues de manière constante pendant 8 ans, bien avant la dernière maladie de grand-mère. Après 2 heures, le dossier de Rebecca s'effondrait. La juge Westwood semblait de plus en plus impatiente. Pendant la pause déjeuner, je me tenais dans le couloir du palais de justice, révisant mes notes. Rebecca s'est approchée avec toute son équipe juridique. Tu devrais accepter un règlement, dit-elle assez fort pour que les gens l'entendent. C'est embarrassant pour toi, Emma. Accepte simplement l'arrangement de supervision. Je m'assurerai que l'on s'occupe de toi. Comme tu t'es occupé de tes clients. Ai-je demandé doucement. Ses yeux se sont plissés. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Juste une observation. Elle s'est rapprochée, sa voix se réduisant à un sifflement. Tu es juridiquement stupide, Emma. Tu l'as toujours été. Tu ne comprends pas comment fonctionnent les tribunaux, comment fonctionnent les preuves, comment tout ça fonctionne. J'essaie de t'aider, mais si tu insistes pour t'humilier. Madame Morrison, l'interrompit doucement David, apparaissant à mon coude. Nous devrions nous préparer pour la session de cet après-midi. Rebecca a ri. Un son sec. Profite bien de ta défaite, petite sœur. Son avocat, Martin, a hoché la tête avec assurance. Cet après-midi, nous présenterons des preuves de la mauvaise gestion financière de votre cliente. C'est fini. La session de l'après-midi a commencé avec l'équipe de Rebecca appelant un expert financier qui avait examiné mes relevés bancaires, des dossiers qu'ils avaient obtenus par assignation. Il a témoigné sur ce qu'il appelait des schémas de dépenses erratiques et de mauvaises décisions financières. David l'a laissé parler. Puis, en contre-interrogatoire, il a posé une seule question. Monsieur, avez-vous la moindre preuve que Madame Emma Morrison ait jamais manqué un paiement de facture, fait défaut sur un prêt ou fait l'objet d'une quelconque action financière négative? L'expert a marqué une pause. Eh bien, non, mais... Pas d'autres questions. La juge Westwood a regardé la table de Rebecca. Est-ce vraiment ça votre dossier? Que la défenderesse gère son argent différemment de vous? Martin se leva. Madame la juge, nous établissons un schéma de mauvais jugement. Vous faites perdre son temps à la cour, dit la juge Westwood d'un ton plat. Avez-vous des preuves réelles d'influence indue ou de manque de capacité? C'est là que les choses ont changé. Martin a produit un document, une déclaration sous serment d'un autre cousin prétendant que j'avais dit à grand-mère que Rebecca ne se souciait plus d'elle et n'était intéressée que par son argent. La déclaration affirmait que cette manipulation avait influencé la décision de grand-mère de partager la succession à parts égales. C'était une fabrication complète, mais c'était sous serment. David a objecté immédiatement, mais la juge Westwood l'a admis comme preuve. J'ai vu Rebecca sourire. Madame la juge, dit David prudemment,
J'aimerais appeler un témoin de réfutation. Procédé. J'appelle Emma Morrison. Je me suis levé, je me suis dirigé vers la barre des témoins et j'ai prêté serment. Mon cœur battait la chamade, mais mes mains étaient stables. David a d'abord posé des questions de base. À quelle fréquence avais-je rendu visite à grand-mère? De quoi avions-nous parlé? Avais-je jamais discuté du testament avec elle? J'ai répondu honnêtement, des visites hebdomadaires, des conversations sur les livres, le jardinage, ses souvenirs. Je n'avais jamais posé de questions sur le testament. Grand-mère m'en avait parlé une fois, simplement, et je l'avais remerciée. Puis David a demandé, Mademoiselle Morrison, quelle est votre profession? Je suis l'enquêtrice principale en éthique pour le bureau du procureur général de Virginie. La salle d'audience est devenue très silencieuse. Et en quoi consiste ce poste? J'enquête sur les allégations de faute professionnelle par des avocats inscrits en Virginie. J'examine les plaintes, je recueille des preuves et je fais des recommandations au conseil de discipline du barreau de l'État. Le visage de Rebecca était devenu blême. Êtes-vous également membre de conseil professionnel? A demandé David. Oui, je siège au conseil de discipline du barreau de l'État de Virginie. J'examine les cas de faute professionnelle d'avocats et je vote sur les sanctions. La juge Westwood s'est penchée en avant. Vous êtes avocate? Oui, madame la juge. Faculté de droit de Georgetown, promotion 2015. Je suis inscrite au barreau de Virginie et du Maryland. J'ai regardé mes parents dans le public. La bouche de maman était ouverte. Papa avait l'air d'avoir reçu une gifle. Rebecca se leva brusquement. Madame la juge, ceci n'est pas pertinent. Asseyez-vous, madame Morrison, dit la juge Westwood, d'un ton glacial. J'aimerais entendre cela. David a continué. Votre famille était-elle au courant de votre carrière juridique? Non, ils ne m'ont jamais posé de questions sur mon travail. Ils supposaient que j'occupais un poste administratif. Pourquoi ne les avez-vous pas corrigés? J'ai regardé Rebecca droit dans les yeux. Parce que j'observais. À mon poste, je vois des schémas de comportement, tant professionnels que personnels. Je voulais comprendre qui était vraiment ma famille quand ils pensaient que je ne pouvais rien y faire. Martin s'est levé d'un bond. Objection. C'est de la diffamation. Rejeté, a dit la juge Westwood. Continuez, maître Chen. David s'est approché de la barre des témoins. Mademoiselle Morrison, dans le cadre de vos fonctions professionnelles, avez-vous déjà rencontré le nom de votre sœur? C'était le moment, le point de non-retour. Oui. Rebecca Morrison fait actuellement l'objet d'une enquête du barreau de l'État de Virginie pour de multiples violations de l'éthique. L'enquête inclut des allégations de fraude à la facturation, de violation des règles sur les conflits d'intérêts et de manipulation de clients. La salle d'audience a explosé. Rebecca a crié, c'est confidentiel. Tu ne peux pas. Le marteau de la juge Westwood a claqué comme un coup de tonnerre. Silence. Madame Morrison. Contrôlez-vous. L'avocat de Rebecca feuilletait frénétiquement des papiers. Madame la juge, nous demandons une suspension d'audience immédiate. Refusé, a dit la juge Westwood. Maître Chen, Madame Emma Morrison est-elle autorisée à divulguer ces informations? David a produit un document. Madame la juge, parce que cette affaire est directement liée aux affirmations de Madame Rebecca Morrison sur sa compétence et son jugement professionnel, et parce qu'elle a explicitement remis en question la capacité de sa sœur sur la base de connaissances juridiques prétendument supérieures. Le Conseil de discipline a autorisé la divulgation limitée des enquêtes en cours aux fins de cette procédure. Voici l'autorisation signée par le président du Conseil ce matin. Il l'a remise à l'huissier qui l'a transmise à la juge. La juge Westwood l'a lue attentivement. Puis elle a regardé Rebecca avec une expression que je ne peux décrire que comme du dégoût. Madame Rebecca Morrison, vous êtes venue dans ma salle d'audience et avez soutenu que votre sœur, membre du conseil de discipline du barreau de l'État de Virginie, est incompétente pour gérer son propre héritage. Vous l'avez qualifiée d'irresponsable financièrement et d'incapable intellectuellement. Vous avez fait cela alors que vous faites l'objet d'une enquête pour de graves violations de l'éthique. Ai-je bien compris? Rebecca n'a rien dit. Son avocat principal s'est levé. Madame la juge, ma cliente n'était pas au courant de la position de sa sœur. Parce qu'elle n'a jamais pris la peine de demander,
ai-je dit doucement depuis la barre des témoins. Elle n'a jamais demandé ce que je faisais, où j'étais allé à l'école, ce que j'avais accompli. Elle a juste supposé que j'étais un échec parce que cela correspondait à son récit. La juge Westwood s'est tournée vers moi. Mademoiselle Morrison, avez-vous des preuves de la conversation présumée avec votre grand-mère? Celle où vous l'auriez manipulée contre votre sœur? Non, madame la juge, parce que cette conversation n'a jamais eu lieu. La déclaration sous serment est fausse. Pouvez-vous prouver qu'elle est fausse? J'ai sorti mon téléphone. Oui, madame la juge. Dans mon domaine, je documente soigneusement. J'ai enregistré chaque visite avec ma grand-mère pendant les 2 dernières années, avec sa connaissance et sa permission, parce que je savais que ma famille pourrait éventuellement contester son testament. Ces enregistrements montrent que nous n'avons jamais discuté de Rebecca ou de l'héritage au-delà de la seule notification de grand-mère qu'elle avait mis à jour son testament pour tout diviser à parts égales. David a soumis les enregistrements. 73 heures d'audio horodatées et indexées. La juge Westwood a examiné l'index, a vérifié au hasard 3 enregistrements, et son expression s'est encore durcie. Maître Ashford, a-t-elle dit, avez-vous vérifié cette déclaration sous serment avant de la soumettre? Martin avait l'air de vouloir disparaître. Madame la juge, nous nous sommes fiés à la représentation de notre cliente. Votre cliente qui fait l'objet d'une enquête pour violation de l'éthique. La voix de la juge Westwood aurait pu geler de l'eau. Votre cliente qui a démontré dans cette même salle d'audience qu'elle est prête à fabriquer des preuves pour déshériter sa propre sœur. Elle s'est tournée vers Rebecca. Madame Morrison, je rejette cette affaire avec préjudice. Le testament de votre grand-mère reste tel qu'il est écrit. De plus, j'accorde les honoraires d'avocat et les dépens à la défenderesse. Vous paierez chaque centime que votre sœur a dépensé pour se défendre contre cette poursuite abusive. Le visage de Rebecca était blanc. Madame la juge, je ne savais pas. Vous ne saviez pas parce que vous ne vous en souciez pas, a dit la juge Westwood. Vous avez supposé que votre sœur vous était inférieure. Cette supposition va vous coûter environ 85 000 $ en frais de justice. Elle s'est tournée vers moi. Mademoiselle Morrison, je suis désolé que vous ayez eu à endurer cela. Le testament est valide. La succession sera distribuée comme votre grand-mère l'avait prévu. Puis elle a regardé Martin. Maître Ashford, je dépose une plainte auprès du barreau de l'État de Caroline du Nord concernant votre soumission d'une déclaration sous serment potentiellement fabriquée. Vous devriez préparer une réponse. Le marteau est tombé. La salle d'audience s'est vidée lentement. Mes parents étaient assis, figés sur leur siège. Rebecca a rassemblé ses papiers avec des mains tremblantes. Son équipe juridique chuchotait frénétiquement autour d'elle. Je suis passé devant leur table en sortant. Rebecca m'a attrapé le bras. Emma, attends. Je ne savais pas. Si j'avais su que tu étais avocate. J'ai dégagé mon bras. Membre du barreau au conseil de discipline. Tu ne le savais pas parce que tu n'as jamais demandé. Tu étais trop occupé à profiter de ta position au-dessus de moi. On peut arranger ça, dit-elle désespérément. La famille, c'est la famille. On peut. La famille, ai-je dit doucement, n'essaie pas de voler les siens. La famille ne fabrique pas de preuves. La famille ne passe pas 15 ans à traiter quelqu'un comme un idiot parce que ça la fait se sentir supérieure. Maman s'est approchée, les larmes coulant. Emma, ma chérie, nous n'avions pas compris. Vous ne vouliez pas comprendre. C'était plus facile d'avoir une fille qui avait échoué. Papa se tenait derrière maman, silencieux. L'enquête éthique? A demandé Rebecca, sa voix à peine un murmure. Les accusations formelles seront déposées d'ici 2 semaines, ai-je dit. Les preuves sont substantielles. Fraude à la facturation sur plusieurs clients, violation des règles sur les conflits d'intérêts, manipulation de clients. Tu risques une suspension, peut-être la radiation du barreau. Tout son corps tremblait. Tu pourrais l'arrêter. Toi, au conseil. Tu pourrais. Je me suis récusé de voter sur tes cas parce que tu es ma sœur, mais je ne peux pas arrêter ce que tu t'es fait à toi-même. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Martin s'est approché prudemment. Mademoiselle Morrison. Je m'excuse. Votre sœur a fourni la déclaration sous serment. J'ai fait confiance à sa représentation. Vous êtes avocat, maître Ashford.
Vous êtes censé vérifier les preuves, pas faire aveuglément confiance à une cliente qui fait l'objet d'une enquête éthique. Je l'ai regardé fixement. Mais vous ne saviez pas qu'elle faisait l'objet d'une enquête parce que vous n'avez pas fait les vérifications de base. C'est de votre faute. Je suis sorti du palais de justice sous le soleil éclatant de l'après-midi. David m'a rejointe sur les marches. Ça, a-t-il dit, c'était le cas le plus professionnellement satisfaisant de ma carrière. La plainte du barreau contre Ashford. La juge Westwood ne fait pas de menaces en l'air. Il va devoir répondre à des questions pendant des mois. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu. Morrison. C'est Jennifer Park du conseil de discipline. Je voulais vous informer que le cas de Rebecca Morrison a été accéléré. Compte tenu des événements d'aujourd'hui au tribunal et de la déclaration sous serment fabriquée, nous déposons les accusations formelles demain au lieu de la semaine prochaine. Je pensais que vous devriez le savoir. Merci, Jennifer. J'ai raccroché et j'ai regardé David. Le barreau dépose les accusations demain. Bien, a-t-il dit simplement. La justice avance lentement, mais elle avance. Résolution et épilogue. Les accusations formelles contre Rebecca ont été déposées le mercredi matin. Le barreau de l'État de Caroline du Nord a ouvert sa propre enquête sur la base de la déclaration sous serment fabriquée. Morrison Endail l'a mise en congé administratif en attendant le résultat. 3 semaines plus tard, le cabinet lui a demandé sa démission. Elle l'a donnée. L'audience disciplinaire a eu lieu en août. Les preuves étaient accablantes. 17 clients surfacturés, 5 violations des règles sur les conflits d'intérêts, des cas documentés de priorisation des intérêts du cabinet sur les besoins des clients. Rebecca a accepté une ordonnance par consentement, suspension de 3 ans, 127 000 $ de restitution aux clients concernés, formation obligatoire en éthique. Elle pourrait demander sa réintégration en 2027. La demande passerait par le conseil de discipline. Mon conseil. Nos parents ont essayé de reconstruire la relation. Maman appelait chaque semaine, s'excusant, expliquant qu'il voulait juste le meilleur pour leurs 2 filles. Papa a envoyé des courriels sur sa fierté de mes accomplissements. J'ai répondu poliment mais avec distance. Ils avaient eu 15 ans pour s'enquérir de ma vie. Ils avaient choisi de ne pas le faire. La succession de grand-mère a été distribuée en septembre. 1,6 million de dollars pour moi. 1,6 million de dollars pour Rebecca, moins les 85 000 $ de frais de justice qu'elle me devait maintenant. J'ai donné la moitié de mon héritage à une fondation d'aide juridique qui aide les gens à se défendre contre les poursuites abusives. J'ai croisé Rebecca dans un café en octobre. Elle avait l'air plus petite, en quelque sorte, usée. Emma, dit-elle doucement. On peut parler ? Nous nous sommes assises dehors. Elle a commandé un café qu'elle n'a pas bu. Je suis désolée, a-t-elle finalement dit. Pour tout. Le procès, la déclaration sous serment, les 15 ans à te traiter comme si tu n'étais rien. J'avais tort. Oui, ai-je dit. Tu avais tort. Peux-tu me pardonner ? J'ai réfléchi à ça. Aux années de mépris, à la cruauté désinvolte, à la supposition qu'elle était meilleure simplement parce qu'elle avait terminé ses études de droit la première et plus bruyamment. Peut-être, ai-je dit. Un jour. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dois comprendre ce que tu as fait. Tu ne m'as pas seulement sous-estimé. Tu as construit toute ton identité sur le fait d'être supérieur à quelqu'un que tu n'as jamais pris la peine de connaître. Ce n'est pas quelque chose qui se répare avec des excuses. Elle a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. Ce que tu as dit au tribunal, sur le fait d'observer, de vouloir voir qui nous étions vraiment, c'est ce qui me hante. Tu nous testais et nous avons échoué. Je ne vous testais pas, Rebecca. Je me protégeais. J'ai construit une vie que tu ne pouvais pas toucher, pas diminuer, pas enlever. Et c'est une bonne chose que je l'ai fait, car au moment où tu as pensé que tu pouvais me prendre quelque chose, tu as essayé. Je me suis levé pour partir. Emma, sa voix était faible. Es-tu heureuse dans ton travail, ta vie ? J'ai souri. Oui, je suis très heureuse. J'ai une carrière que j'aime, des collègues qui me respectent et la satisfaction de savoir que j'ai mérité tout ce que j'ai. Personne ne me l'a donné. Personne ne m'a offert d'opportunité parce que j'étais la favorite. Je l'ai construit moi-même.
Je suis fier de toi, a-t-elle murmuré. Ça n'a plus d'importance, ai-je dit doucement. Ta fierté, ton approbation, ton opinion sur moi. Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai jamais eu besoin. Je suis parti, la laissant à cette table. 6 mois plus tard, j'ai été nommée vice-présidente du conseil de discipline du barreau de l'État de Virginie, la plus jeune vice-présidente de l'histoire de l'État. La cérémonie était petite, mais ma famille de cœur était là. David, mes collègues du bureau du procureur général, mon mentor qui avait guidé ma carrière. Mes parents n'étaient pas invités. Rebecca n'a pas été mentionnée. Parce que cette réussite, comme toutes les autres, était la mienne. Construite en silence, possédée entièrement, reconnue par des gens qui valorisaient la compétence plutôt que la mythologie familiale. J'avais passé 15 ans à être sous-estimé. Il s'est avéré que c'était le plus grand cadeau que ma famille aurait pu me faire. Cela m'a appris à construire des fondations qu'ils ne pouvaient pas ébranler, à valoriser mon propre jugement plutôt que leur approbation et à comprendre que parfois, les gens qui vous aiment le moins vous voient le plus clairement. Rebecca pensait qu'elle était supérieure parce qu'elle était bruyante, confiante et la première. Elle a appris de la pire des manières que le vrai pouvoir ne s'annonce pas. Il est, tout simplement. Et dans cette salle d'audience, quand elle a finalement vu qui j'étais vraiment, le choc sur son visage m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle n'avait jamais pris la peine de regarder avant. C'était son erreur. J'avais observé tout le temps. C'était mon avantage.